Et Navalny sera inhumé vendredi à Moscou, c'est ce qu'annonce son entourage. Une cérémonie religieuse aura lieu, puis il sera enterré à 20 km du Kremlin. L'opposant est mort à 47 ans dans une colonie pénitentiaire dans l'Arctique la semaine dernière, officiellement de cause naturelle. Plusieurs dirigeants occidentaux accusent Poutine, qui n'a toujours pas réagi. La veuve de Navalny accuse le président d'être, je cite, le chef d'une organisation criminelle. Elle l'a prononcé tout à l'heure devant les parlements européens. Écoutez. Nous avons passé une semaine à récupérer le corps d'Alexei et à organiser les funérailles. Ensuite, j'ai choisi le cimetière et le cercueil. Les funérailles auront lieu après-demain et je ne sais pas encore si elles seront pacifiques ou si la police arrêtera ceux qui sont venus dire adieu à mon mari. Navalny, victime de la répression de Vladimir Poutine. Oui, clairement. Moi, j'ai été correspondante de 2017 à 2021 à Moscou et j'ai clairement vu le basculement du régime. On est passé d'un régime autoritaire à une dictature, finalement. Et Navalny en a été la victime au fil des ans. Sa fondation anticorruption, parce que c'était un grand défenseur de la liberté d'expression. Navalny a toujours accusé Vladimir Poutine d'être corrompu. Donc, sa fondation anticorruption en 2019 est classée agent de l'étranger. Et nous, en tant que journalistes, on voit tout de suite les conséquences et qu'on ne peut plus petit à petit accéder au soutien de Navalny et que c'est de plus en plus difficile de faire notre travail de journaliste et d'avoir cette voix de l'opposition. L'été 2020, bien sûr, c'est l'empoisonnement au Novichok de Navalny. Il est, soigné en Allemagne. Il revient en janvier 2021. Et là, tout de suite, il est emprisonné et Poutine n'aura de cesse de l'éloigner du Kremlin. C'est vraiment, on a cet éloignement petit à petit du centre du pouvoir. Et ce transfert, justement, ça c'était assez récent dans ce centre. Il a d'abord été emprisonné à 100 km de Moscou, puis à 250 km de Moscou. Et puis, après avoir été condamné en août dernier à 19 ans de prison, il a été transféré là en décembre dans ce centre de l'Arctique russe. À Kharp, c'est dans des conditions extrêmes parce que c'est vraiment très loin de Moscou. Gauthier, on voit cette image, hein, donc c'est la toute dernière image, on peut le dire ou pas, d'Alexei Navalny. En tout cas, il y a eu une image de lui encore hier. Il y en avait une il y a 15 jours à peu près, je m'en souviens parce qu'on l'avait passé justement sur France 24. Il combattait d'abord la corruption. C'était quoi, un peu l'autre Russie, Alexei Navalny? Oui, si vous voulez, c'était le combat contre la corruption à un moment où, dans sa carrière politique, il y avait un certain nombre de choses qui, finalement, pas le rattachaient à Poutine, mais enfin, ne l'en éloignaient pas. C'est-à-dire qu'au début, Navalny, c'est un nationaliste. Et évidemment, on se souvient qu'en 2006, enfin ça lui a été longuement reproché, il participe à une marche qui est régulière, qui est traditionnelle en Russie, et qui est organisée par tout ce que la Russie compte de droitistes, d'ultra-conservateurs et d'extrême droite. Et en gros, tous ceux qui aujourd'hui sont vraiment attachés à Poutine. Navalny va évoluer par la suite, beaucoup. On se demandera si c'est par opportunisme ou si c'est par conviction. On peut vraisemblablement penser que c'est par conviction parce que vous avez cité l'épisode allemand où il a failli être empoisonné et malgré tout il retourne en Russie. Il dit je ne peux pas être un opposant en exil. Voilà. Je ne serais pas un vrai opposant à Vladimir Poutine si je le suis depuis l'étranger. Et il sait les risques qu'il prend en rentrant en Russie, bien sûr. Pardon. Il connaît les risques. Bien sûr, bien sûr. Et donc là, il y a quelque chose qui le distingue d'autres opposants, parce qu'il y en a d'autres, mais la complexité de la situation russe, c'est que pour s'associer, pour créer une structure, c'est extrêmement compliqué. Juste d'un mot, quelque chose qui quand même est frappant avec ce pouvoir russe, c'est que Navalny a été évidemment persécuté. Probablement qu'aussi dans ce type de colonies pénitentiaires qui au fond sont des goulags, soyons clairs, que ça soit Kharp ou Melikhova où il était vraisemblablement, c'est quand même un pouvoir russe qui a besoin d'un marteau pour écraser une mouche, parce que Navalny, certes, est populaire, mais la difficulté de s'organiser que je citais fait qu'il ne présentait pas un danger imminent, ni même, d'ailleurs, dans une élection à laquelle il aurait participé pour la première fois. Donc vous voyez qu'il y a là cette
fébrilité ou cette intransigeance du pouvoir russe qui recourt à des moyens comme l'empoisonnement pour, au fond, tenter de liquider ou la maltraitance, là on ne peut pas l'exclure, mais qui recourt à ces moyens-là pour, au fond, écraser quelqu'un qui n'en était qu'à des balbutiements. Natacha, qu'est-ce que ça dit justement de Vladimir Poutine? On parle beaucoup de sa paranoïa, il y a des élections bien sûr très prochainement. Et d'ailleurs, un des derniers rappels que Navalny a fait juste avant de mourir, c'est qu'il a appelé les Russes à manifester lors de l'élection présidentielle qui va se tenir en Russie en mars. Et c'est très important. Lev Ponomarev, qui est président de l'Institut Sakharov à Paris, a dit Poutine en a fait son prisonnier personnel. Donc cet acharnement sur Navalny est vraiment très symbolique et il a voulu, en s'acharnant sur Navalny, dire aujourd'hui on ne peut plus parler en Russie librement. Et Navalny s'est toujours attaqué frontalement à Poutine et il avait toujours ce petit sourire, ce petit rictus, un air de défi au maître du Kremlin en fait.